Bienvenue dans Tokukino, votre chronique mensuelle qui parle de monstres en latex et de héros en spandex. Un tour d'horizon de ce que les œuvres japonaises à effets spéciaux ont de meilleur à offrir. Merci pour vos retours sur le premier numéro, mais les choses ne font que commencer. Au sommaire, commençons par le lexique du toku qui parlera du Super Sentai, les origines de Power Rangers. J'ai craché du sang en lisant cette ligne. Suivi des news avec encore et toujours du Kamen Rider. Orelsan contre les yokai, le récit d'une légende du toku et la ressortie d'un film culte chez Roboto Films. Et pour finir, une chronique sur la série Ikonin Sentai Akiba Renja. Allez, c'est parti! Bienvenue dans le lexique du toku. Vous êtes nouveau? Vous ne connaissez rien au tokusatsu mais vous êtes curieux? Vous avez peur d'être perdu en entendant des mots en japonais qui font peur? Vous êtes fan de Power Rangers mais vous ne connaissez pas la vérité? Pas d'inquiétude. Dans la première émission, nous avons fait une présentation générale des genres du tokusatsu. Dans cette deuxième émission, nous parlerons plus en détail d'un genre parmi les plus connus, si ce n'est le plus connu du grand public. Et pour les amateurs, on se sait, mais laissez-nous expliquer au nouveau. Le mot du jour est Super Sentai. En japonais, le mot Sentai est avant tout un terme pour désigner une unité militaire. Il peut être traduit par escouade, escadron, force de frappe, groupe ou encore équipe. Il est surtout utilisé dans l'armée aérienne et la marine japonaise. Le mot « super » a été ajouté pour se détacher de l'aspect militaire du terme et pour mettre en avant le côté fiction super-héroïque. Mais nous reviendrons sur les raisons de ce choix un peu plus tard. Une série Super Sentai s'articule généralement autour d'une équipe composée de 5 membres, avec souvent un sixième voire plus s'ajoutant à l'équipe par la suite. Les héros sont en civil au début de l'épisode, mais dès que le monstre du jour débarque pour causer le chaos et la destruction, transformation! Ils arborent désormais un costume, un casque et une variété d'armes pour pouvoir se battre. Une fois le monstre terrassé, ce dernier devient gigantesque pour se donner une nouvelle chance de gagner. L'équipe de Rangers fait alors appel à leur robot géant pour pouvoir éliminer le monstre dans une explosion finale. Au fur et à mesure de la série, l'équipe gagnera des améliorations pour leur équipement jusqu'à l'arc final où il faudra terrasser les principaux antagonistes de la série. Super Sentai, c'est avant tout une franchise. On ne parle pas de saison, mais de série. Chaque année, il y a un nouveau thème et un autre casting de personnages. Chaque série est normalement indépendante des autres, sauf durant les séries ou les événements anniversaires, où il est possible que d'anciens personnages reviennent et que des liens entre eux existent. Il y a aussi une exception avec la série Sun Vulcan, qui s'avère être la suite de la série Denjiman. On ne vous cache pas qu'il y a techniquement un lore et un univers partagé qui s'étend sur des milliards d'années, mais pour le bien de cette vidéo et de notre santé mentale, nous n'allons pas en parler, vu que ça pourrait durer des heures pour tout expliquer. Pour le coup, les wikis sont vos amis, mais je pense pas que vous en soyez encore là. C'est en 1975 que la première série Sentai apparaît avec Himitsu Sentai Goranger, un projet commandé par la Toei auprès de Ishinomori Shotaro, qui avait déjà créé Kamen Rider en 1971. Nous avons ici une équipe de 5 combattants chargés d'éliminer chaque semaine un monstre envoyé par l'armée de la Croix-Noire. Le code couleur iconique des Rangers était déjà présent. Les véhicules sont déjà là. Les Go-Rangers ont 3 motos et un vaisseau de combat aérien, mais il manque encore des éléments qui feront la renommée du Sentai. Tout d'abord, cette première série est beaucoup plus terre-à-terre. Ils n'ont pas de sabre, pas de laser et surtout, pas de robots géants. Les combats restent assez classiques. Les Rangers effectuent leurs meilleurs mouvements de karaté pour venir à bout des monstres. Go-Ranger est un immense succès, avec pas moins de 2 saisons et 84 épisodes produits. Un succès tel qui va malheureusement freiner celui de la série suivante, Jaka Dengekitai, diffusée en 1977. Car qui dit nouvelle série dit nouvelle équipe, un concept auquel le public ne va pas adhérer tout de suite. Pour tenter de remonter les audiences, un nouveau ranger du nom de Big One, un ranger arc-en-ciel, va faire son apparition et intégrer l'équipe. Même si l'idée ne va pas forcément aider à remonter les audiences, le concept de ranger spécial rejoignant l'équipe apparaît pour la toute première fois dans la licence. Comme nous l'avons dit dans la précédente émission, le robot géant apparaîtra à partir de la 3e série, Battle Fever J, grâce à l'influence qu'aura la série Spider-Man de 1978. Mais revenons un peu plus en détail sur cette histoire. Marvel a collaboré avec la Toei pour produire des séries afin de promouvoir les héros de la Maison des Idées au Japon. Cela commence avec la série Spider-Man. Le projet est même chapeauté par Stan Lee en personne, qui est chargé de valider les propositions de la Toei. Le studio décide de s'éloigner le plus possible du matériel d'origine en y mettant le plus d'éléments populaires auprès du public japonais, histoire de sécuriser son succès. C'est donc pour ça qu'on y retrouve des extraterrestres et surtout un robot géant.
Car au même moment, les séries de mecha sont en pleine effervescence avec l'apparition de Mazinger Z ou de Getter Robot. Spider-Man est un carton, mais le résultat reste mitigé pour Marvel qui ne peut pas exploiter la série en Occident, en partie à cause de ses choix trop exotiques. La collaboration ne s'arrête pas là, puisque Marvel et la Toei produiront ensemble une nouvelle série devant s'inspirer de Captain America. Le projet va dévier, et ce sera une série Sentai qui sera finalement produite avec Battle Fever J. Et histoire de réutiliser les méthodes qui marchent, il y aura un robot géant. Le succès est au rendez-vous. Le choix a été gagnant, puisqu'une nouvelle série est produite chaque année depuis, et qu'il est désormais impossible d'imaginer une série Sentai sans robot géant. De par la volonté de vouloir créer une véritable franchise, le nom Super Sentai sera utilisé à partir de Battle Fever J pour désigner les séries sortant après. Il faudra attendre 1995 pour que Goranger et Jakka soient considérés comme appartenant officiellement à la franchise, histoire d'unifier le tout et de pouvoir fêter chaque gros anniversaire. Ce que la Toei ne manque pas de faire si on prend en compte le nombre astronomique de films spéciaux pour fêter les anniversaires d'anciennes séries, sans parler des séries anniversaires axées sur le fanservice sortant tous les 5 ans. Pour ce qui est de la diffusion en France, il faudra attendre 1985 pour qu'une série Super Sentai soit diffusée avec Bioman sur Canal+. Ce sera lors de sa rediffusion en 1987 dans le Club Dorothée de TF1 que la série rencontrera un immense succès. Bioman devient une figure de la culture populaire française au point d'être parodié par les Inconnus en 1990 dans un sketch désormais culte. Bon, même si en vrai le sketch est turbo-raciste, on se sait. Les séries suivantes sont renommées en Bioman, histoire de retenir les jeunes téléspectateurs et parce qu'on aime bien les prendre pour des cons. Au lieu d'avoir Maskman et Liveman, nous aurons Bioman 2, Maskman, et Bioman 3, Liveman. Ouais. AB Productions aura même de très solides relations avec la Toei suite à ce succès, puisque dans l'épisode 30 de Liveman, nous aurons littéralement un caméo de Dorothée jouant une scientifique venue aider les héros. Malheureusement, le succès de Bioman et des 2 séries suivantes seront plutôt des cas isolés, ce qui ne sera pas aidé par la diffusion chaotique des autres Super Sentai, comme Turbo Ranger ou Jetman, qui seront supprimés en pleine diffusion ou calés à la va-vite sur la grille des programmes pour faire la promotion des jouets. Le coup de grâce sera donné avec l'arrivée de Power Rangers en France en 1994, qui causera la disparition pure et simple des séries Super Sentai originales en France, aux grandes dames des fans de la première heure qui ont grandi en regardant les versions d'origine. Encore à l'heure actuelle, aucune série Super Sentai n'a été traduite ou diffusée en dehors des versions Power Rangers, même si le vent semble tourner, vu que la Toei prévoit un plan d'expansion à l'international d'ici les prochaines années. Quand bien même le Super Sentai a disparu des ondes françaises et que l'on pourrait blâmer Power Rangers de tout et n'importe quoi, ce qui est très tentant quand même, il reste à ce jour l'un des genres du tokusatsu les plus influents, iconiques du monde. On ne compte plus le nombre de références au Sentai que l'on peut trouver dans différentes œuvres de la culture pop actuelle, sans oublier celles directement inspirées par le genre qui sortent chaque année, comme par exemple la bande dessinée Shin Zero de Mathieu Bablet et Guillaume Singelin, qui connaît actuellement un beau succès, au point où une version anglaise a été financée récemment sur Kickstarter. Nous fêtons cette année les 50 ans des séries Super Sentai, avec la série No.1 Sentai Gozyuger actuellement en diffusion. Et après tout ce temps, le genre arrive encore à impressionner. Le public n'est pas encore prêt à s'en lasser ou demande encore à le découvrir, même quand les séries ne sont pas encore disponibles officiellement. En tout cas, ne vous en faites pas, même s'il y a 50 ans d'histoire du Super Sentai à découvrir, restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on a prévu de vous faire une petite recommandation. Mais maintenant, on va passer aux news. Le tokusatsu est lié à l'enfance pour le public japonais. Les bambins rêvent de devenir un Ultraman ou un Kamen Rider avant de grandir et de passer à autre chose. Un temps très court où l'on peut être fasciné face aux héros et aux monstres en costume sans être confronté au regard des autres. Mais que se passe-t-il quand les rêves de devenir un héros ne disparaissent pas et restent une obsession, même à l'âge adulte? Eh bien, ça donne le point de départ du manga Tojima Tanzaburo Wants to be a Kamen Rider, sorti en 2018. Un manga de Shibata Yokusaru dont une adaptation animée vient tout juste de commencer sa diffusion le 4 octobre. Comme son nom l'indique très exactement, nous suivons l'histoire de Tanzaburo Tojima, un homme de 40 ans qui a consacré sa vie, son temps et son argent à devenir aussi fort que le premier Kamen Rider. Mais ne pouvant pas assumer pleinement ses envies, il se questionne et essaie de se raisonner pour passer à autre chose. Heureusement pour lui et malheureusement pour les autres, un gang arborant des costumes de Shocker, les ennemis des premières séries Kamen Rider, terrorise la ville. Tojima peut enfin réaliser son rêve de devenir un rider.
Mais ce n'est pas tout puisque d'autres personnes costumées se joindront à lui, comme par exemple Okada Yoriko, une femme arborant un costume de tackle de la série Kamen Rider Stronger, ou encore les frères Shimamura costumés en Kamen Rider V3 et en Riderman. Le ton de la série est humoristique, jouant sur le contraste entre le fait que l'on regarde des adultes costumés qui jouent aux super-héros et la menace à laquelle ils font face, qui elle est bien réelle. L'annonce du projet a suscité une curiosité à la hauteur de la particularité du pitch de base. Le fait que la licence Kamen Rider soit utilisée pour un projet dans un cadre plus terre-à-terre reste intriguant. Un cadre qui peut rappeler d'autres œuvres traitant de la même thématique, tels que les deux films Zebraman de Miike Takashi, voire, un peu plus obscur, le film italien On l'appelle Jigrobot de Gabriele Mainetti, rendant hommage à une série animée produite par Nagaigo. Plusieurs collaborations prestigieuses ont été annoncées dans le même temps. Le chara-design des personnages a été créé par Cindy H. Yamauchi, une animatrice freelance avec une très longue carrière qui a par exemple travaillé sur le film Akira et sur la série Kids on the Slope. Teddy Lloyd sera chargé de l'OST, c'est un producteur de musique électro et d'EDM connu pour son travail sur les séries Panty et Stocking. Et du côté des seiyuu, nous avons eu droit à 2 trailers spéciaux pour introduire la présence de 2 pointures du milieu, voire de la franchise Kamen Rider au casting. Nous avons Tsuda Kenjiro qui est connu pour une grande quantité de rôles, dont celui de Kaiba Seto dans la franchise Yu-Gi-Oh! Il a aussi prêté sa voix à plusieurs monstres d'autres séries Kamen Rider. Et surtout, nous avons la participation symbolique de Fujioka Hiroshi, une figure iconique de la culture populaire japonaise et du tokusatsu vu qu'il n'est nul autre que le premier acteur à avoir endossé le rôle de Hongo Takeshi, le premier Kamen Rider. Et si vous êtes fan de jeux vidéo et plus particulièrement de Sega, vous aurez reconnu qu'il s'agit de l'interprète de la mascotte japonaise de la Sega Saturn, Segata Sanshiro. On pourrait même espérer une sortie du manga en France, mais malheureusement, l'échec récent du manga Futopie, adapté de la série Kamen Rider W aux éditions Michel Lafon, risque d'en refroidir certains. Après avoir regardé les premiers épisodes, la série promet d'être sympathique et peut même constituer une petite porte d'entrée pour les néophytes. Surtout que les références à la franchise Kamen Rider s'expliquent d'elles-mêmes. Ton armure, elle a des pouvoirs? Non, elle a pas de pouvoir. Elle me protège même pas très bien. Il est possible que des questions viennent de popper dans votre esprit à l'instant. Et pourquoi il parle de ce film? Mais c'est pas japonais! Du rap dans mon tokusatsu? Alors, pas d'inquiétude. Respirez un bon coup et laissez-nous vous expliquer. Yoroi est une comédie d'action où nous suivons l'histoire d'Aurélien, un rappeur, et de sa femme Nanako, enceinte de leur enfant, emménageant dans leur nouvelle maison située dans la campagne japonaise. Après avoir vidé les cartons, Aurélien tombe malencontreusement sur un ancien puits, renfermant une mystérieuse armure qui recouvre de force son corps. Pour ne rien arranger, l'armure réveille les yokai des alentours qui ne demandent qu'à massacrer le rappeur normand. Grâce au pouvoir de l'armure et aux compétences en combat de Nanako qui casse des bouches même enceintes, les démons du coin vont passer un mauvais quart d'heure. Yoroi est le premier film de David Tomaszewski, un réalisateur de clips habitué à travailler avec Orelsan depuis le tout début de sa carrière et qui a réalisé la vidéo de la chanson Ils sont cool en feat avec Gringe. Un clip revendiquant clairement un hommage à la culture Club Do et à l'anime Senseiya, où les 2 rappeurs se baladent en armure du dragon et de Pégase dans les rues de Nîmes. Le film est la continuité directe des idées du clip. Il est impossible de ne pas voir les hommages au toku, voire au cinéma asiatique en général, dans ce projet. Nous avons un héros en armure, des cascades et des combats chorégraphiés, des costumes et des yokai, etc., etc. Les inspirations se sentent clairement rien qu'à la vue du trailer du film. Pas convaincu? Eh bien, sachez que dans Yoroi, il y a Tanabe Kazuya, un acteur que l'on a pu apercevoir dans Kamen Rider Amazons et Kamen Rider Revice. Donc ça rajoute au côté toku du film. Ça compte, non? Mais au global, si on vous parle du film, c'est qu'il est extrêmement rare de voir des productions françaises s'inspirant du toku au cinéma. Un des derniers exemples remonte à 2022, avec le film Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, avec son casting de personnages qui s'inspire du Super Sentai. Yoroi est une proposition unique, propulsée par sa star profitant de sa popularité pour produire une comédie qui dénote des autres. Disons même qu'il y a très peu de chances de voir un deuxième film français inspiré du tokusatsu dans les salles prochainement. On souhaite alors le meilleur pour Yoroi, et pour savoir si nous avons eu raison ou non de plébisciter le film, la réponse est le 29 octobre dans les salles. Donc, c'est déjà sorti quand vous regardez ça. Du coup, au pire, vous nous direz dans les commentaires de la vidéo si on s'est planté ou pas. いい動きしますよ。命が入ってる。Cela va faire un an que Murase Keizo nous a malheureusement quittés.
Une véritable légende du tokusatsu qui a travaillé sur les costumes de nombreux films cultes de l'âge d'or du kaiju et Eiga. Pour citer quelques exemples, il aura travaillé sur plusieurs films Godzilla, sur la série des Gamera, sur le premier film Mothra, et il aura même collaboré avec le cinéma hongkongais en travaillant sur les effets spéciaux du film La 7e Malédiction pour le studio Golden Harvest. C'est également une personnalité qui aura documenté ses méthodes de travail tout au long de sa carrière. Une aubaine pour les générations futures de techniciens en effets spéciaux et de sculpteurs de monstres géants qui passeront après lui. Il n'hésite pas à faire le show et effectuer des démonstrations pour montrer au grand public des méthodes de création de costumes. Il réalisera même un photobook autobiographique en 2015. Il faut aussi savoir qu'il a eu l'honneur d'être invité à Japan Expo en 2017 avec 2 de ses élèves. Mais son dernier gros projet reste son premier et seul film, Kami no Fude, ou Brush of the God, dans la langue de Shakespeare. Projet de film qu'il avait déjà en tête dans les années 70, dont il avait même approché des producteurs hongkongais pour le réaliser, mais qui ne sera lancé qu'en septembre 2020 au travers de plusieurs campagnes de financement sur Kickstarter. Le film a été finalisé puis est sorti en salle au Japon en mars 2024 pour ensuite faire le tour de plusieurs festivals au Canada et aux US. Le bruit court qu'il devrait même être disponible en VOD d'ici la fin de l'année. Mais si on vous parle de Monsieur Murase, c'est surtout pour parler d'un autre film qui est sorti quant à lui le 13 octobre au Japon. Un documentaire du nom de Kaiju Torojin, que l'on peut traduire approximativement par « Les monstres et le vieil homme ». Un long métrage qui retrace la carrière de Murase et qui sert aussi de making-of à Kami no Fude, une plongée dans ses méthodes de travail et dans la vie du maître. C'est aussi un excellent moyen de voir des techniciens du toku en action sur un plateau avec des maquettes et des costumes pour les plus curieux d'entre nous. Mais il s'agit surtout d'un ultime hommage à un homme qui aura consacré sa vie au kaiju et eiga, aux effets spéciaux et à la transmission de son art. On a aussi l'occasion de le voir une dernière fois travailler sur son projet le plus personnel, en espérant que le film lui aussi soit disponible en VOD, si possible sous-titré en anglais, voire en français, si on peut se permettre de rêver. Après l'annonce de la sortie en Blu-ray de Kamen Rider Zetto et Kamen Rider J dans un coffret spécial, Roboto Films remet le couvert en annonçant une nouvelle vague de sorties prévue pour sortir le long de cette fin d'année 2025. Soit pile avant Noël pour avoir du toku sous le sapin. Début novembre, nous aurons droit à la sortie de Lady Battle Cop, un film sorti en 1990 et appartenant au courant V-Cinéma, un terme utilisé pour définir les productions japonaises sortant en direct to vidéo. Même si le terme est couramment utilisé pour désigner une mouvance de films bis de la fin des années 90, dont beaucoup de productions racoleuses visant clairement un public adulte, Lady Battle Cop est l'un de ses fiers représentants. Produit par la branche vidéo de la Toei, le film marque par son idée de départ évidemment empruntée à Robocop. Nous y suivons l'histoire de Mikoshiba Kaoru, une ancienne championne de tennis laissée pour morte à la suite d'une altercation avec le groupe terroriste Team Phantom. Elle sera transformée en cyborg flic pour pouvoir mettre fin à la terreur dans les rues de Tokyo et anéantir les terroristes. On retrouve dans le film la patte des œuvres toku de l'époque, ce qui ne sort pas de nulle part puisque le réalisateur Okamoto Akihisa a aussi réalisé des épisodes des séries Jiraiya le Ninja et Jiban. À la direction des scènes d'action et des chorégraphies, nous avons Kaneda Osamu, une figure importante du milieu des cascadeurs japonais qui a travaillé à la supervision des cascades d'énormément de séries Kamen Rider des années 2000 et qui aura même officié comme CEO de la plus grande agence de cascadeurs du Japon, la Japan Action Enterprise. Et en bonus, nous avons Anemiya Keita au design des costumes, le futur réalisateur de Kamen Rider Zetto et J, ainsi que le papa de la franchise Garo. Si vous avez regardé la première émission, nous en avons déjà parlé et c'est loin d'être la dernière fois. Par ailleurs, il réalisera par la suite lui aussi des films V-Cinéma pour le compte de la Toei. Le film sera disponible ici dans un master haute définition et dans un écrin du plus bel effet. En bonus, nous aurons un livret signé Nicolas Jantet, l'auteur de 2 livres portant sur Godzilla et couvrant respectivement les films de l'ère Showa et de l'ère Heisei. Il y aura aussi un entretien exclusif avec Camille Froin, la personne derrière le compte Instagram L'horreur est humaine, revenant sur la figure de la femme cyborg au cinéma. Le Blu-ray est disponible en précommande et une sortie est prévue pour novembre 2025. Bon, et encore une fois, pas mal de news, hein. Mais maintenant, allez, une petite reco de derrière les fagots pour découvrir le Super Sentai. Allez, c'est parti. Passons à la reco du mois avec une série particulière qui peut faire peur aux débutants mais qui reste très accessible.
Nous connaissons nos parodies franchouillardes ou toutes celles qui pullulent sur YouTube, mais que se passerait-il si le Japon produisait sa propre parodie de Super Sentai? Voire mieux, si c'était littéralement la Toei, la maison mère elle-même, qui serait aux commandes. Eh bien la réponse c'est Hikonin Sentai Hakibaranga. Diffusée en 2012, la série raconte l'histoire de 3 otaku convoqués par une scientifique gérant un café à thème Sentai pour devenir des Rangers. Mais pas n'importe lesquels, des Akiba Rangers. Leur but est de combattre le vil Maleshina et ses sbires qui menacent les habitants du quartier le plus prisé des otaku. L'équipe a aussi un autre but secret, faire partie d'une série officielle Super Sentai, le Hikonin, dans le nom de la série, voulant dire non officiel. Le casting de personnages est calibré pour une parodie, très éloignée de l'équipe de jeunes adultes téméraires et purs des séries classiques. Nous avons droit au Ranger Rouge, qui est proche de la trentaine et obsédé par les Super Sentai au point où cela influence ses choix au quotidien. La Ranger Jaune, qui est une cosplayeuse hyperactive, qui écrit et dessine du yaoi sur son temps libre. Et enfin la Ranger Bleue, qui est une lycéenne studieuse adepte des arts martiaux mais qui dissimule sa passion pour les animés de peur d'être mal perçue. Une belle équipe de bras cassés dont l'esprit d'équipe va se consolider au fil des épisodes. Si vous n'êtes pas familier avec toutes les séries Sentai, ce qui se comprend vu qu'il y en a plus d'une cinquantaine, les références sont expliquées de façon quasi automatique. La majorité du temps par le Ranger Rouge qui sert de lien entre cet univers et celui de la série, pour ne pas dire qu'il a littéralement le pouvoir de briser le 4e mur. Il faut quand même avouer que certaines blagues et autres références sont intraduisibles à moins de comprendre le Nihongo. La série vise aussi un public clairement plus âgé, du style ado jeunes adultes. Tout ça pour dire qu'il y a pas mal de blagues sur le sexe, l'alcool, une main assez lourde sur le fanservice. Donc si vous voulez regarder la série avec vos enfants ou des frères et sœurs plus jeunes, vous êtes prévenus. Le reste de l'humour repose surtout sur du visuel, du burlesque et même du potache. Franchement, pas besoin d'un doctorat en toku pour rire en voyant les Akiba Rangers prendre peur à cause des explosions de fin de transformation ou de les voir inventer des attaques farfelues. La série arrive souvent à prendre le spectateur par surprise, les personnages pouvant prendre conscience d'être dans une série pour changer le scénario à leur guise. Si vous êtes tombé par pur hasard sur un épisode des Power Rangers, au moins une fois dans votre vie, vous pourrez rigoler devant Akiba Ranger. Vu que la Toei est aux commandes, Akiba Ranger profite des mêmes équipes techniques que les séries qu'elle parodie. On retrouve des cascadeurs qui ont déjà enfilé le costume d'autres Rangers et qui font leur carrière dans ce genre de tournage. Des habitués du genre sous les costumes mais aussi à l'écran, plusieurs acteurs passant faire leur caméo, que ce soit vocal ou en chair et en os. Si ce n'est même des personnalités connues du toku, comme par exemple Nihibori Kazuo, un cascadeur et responsable de cascade qui a interprété les 15 premiers Rangers rouges des séries Super Sentai, ce dernier ayant un épisode qui lui est consacré. La production comporte aussi des guests prestigieux participant au projet. Nous avons par exemple le scénariste Harakawa Naruhisa, un des scénaristes de Kamen Rider Kuuga, Sato Keiichi, le chara-designer de l'anime Tiger and Bunny, responsable des costumes des personnages, et enfin Kawai Kenji, un compositeur légendaire qui a signé, entre autres, les BO des films Ghost in the Shell qui signe ici des musiques pour la série. Hakibaranga a eu droit à 2 saisons de 13 épisodes. La série n'est malheureusement pas disponible dans l'offre légale en France, et ça on commence un peu à être habitué. Bon, vous le savez, il y a toujours moyen de trouver des coins champignons pour pouvoir le regarder, mais nous n'en dirons pas plus. Aucune nouvelle saison ou aucun film n'a été prévu, mais vu que dans le toku, on aime faire ressortir les licences cultes, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise dans le futur. Cette seconde émission touche déjà à sa fin. Au passage, merci pour vos retours sur la première. Retrouvez-nous le mois prochain pour d'autres news, une nouvelle reco et toujours plus de facts sur l'univers des héros en spandex et des monstres en latex. À bientôt. Courage, espoir, Tokukino.